Euh, je voulais montrer une vidéo que je vais insister qu'on affiche. Pouvez-vous jouer la vidéo? Il n'y aura pas de son parce qu'on ne peut pas mettre le son, mais cette vidéo est très, très importante. Pouvez-vous me la mettre? On n'a pas les droits. Vous n'avez pas les... Si, je vous ai envoyé ce matin, c'est bon. Ah, vous l'avez envoyé sur mon mail? Oui. Bon, je ne suis pas sûre qu'on puisse la mettre maintenant, mais on la mettra plus tard. Je suis un peu perturbé. Donc, en gros, le projet de la loi pour une république numérique a effectivement été un véhicule très important pour apporter le nombre de revendications portées par des associations depuis des années et des années en France. Nous sommes tous au courant des différentes lois qui ont existé en France pour l'accessibilité. Il y en a qui datent depuis les années 70. Plus récemment, il y avait une loi du 11 février 2005. Mais encore du travail à faire. Donc, mon histoire particulière, c'est que je suis né à Los Angeles, j'ai grandi aux États-Unis. Pour moi, ça a été normal d'entrer dans un campus et de dire, ben voilà, j'ai besoin de notes, j'ai besoin de, etc. services. J'arrive en France, je suis un peu dénué, je découvre le système D en place. Effectivement, j'ai décidé de monter un projet pour rendre accessible la téléphonie avec la reconnaissance vocale. La reconnaissance vocale commençait à prendre son essor, notamment en étant démocratisée par différents smartphones comme Siri, les assistants de communication Google, etc. Et c'est là où, effectivement, je me rends compte que cette technologie peut démocratiser quelque chose qui a été perçu comme un frein par le coût économique, par des limitations logistiques à rendre accessible juste une conférence comme ici. Tout le monde porte masque, il n'y a pas de sous-titrage, il n'y a pas d'interprète. Donc, qu'est-ce que peut faire le numérique? Beaucoup de choses. Là où il y a eu un effet très important avec la loi Le Maire, c'est qu'elle a rendu obligatoire l'accessibilité pour beaucoup d'entreprises qui, jusqu'ici, vous voyez assez souvent des obligations en matière d'accessibilité comme un coût et qui freinaient. Souvent, vous faites appel à l'AGFIP qui ont des financements pour ça. Et en France, ça a été bien mis en place. Mais il fallait aller encore plus loin. Et effectivement, donc, la loi Le Maire a apporté deux volets importants. L'une pour l'accessibilité du web, l'autre pour l'accessibilité de la téléphonie. Et, il y a un moment très important au Sénat, le 26 avril 2016, où Axel Le Maire débat sur les articles de la future loi. Elle insiste qu'on remette un article qui a été enlevé, c'était sur l'innovation dans le numérique par rapport au handicap. Elle insiste pour qu'on ne ferme pas la porte à des technologies qui sont en devenir. Qu'on parle des avatars, qu'on parle de la reconnaissance vocale, qu'on parle des gants connectés. Elle doit trouver le marché. Elle doit pouvoir se développer. Et là, ça a été, pour moi, que j'ai vu ça a été un vrai tournant. Je me suis dit, c'est incroyable qu'une jeune femme s'exprime devant un Sénat en disant qu'elle représente la French Tech et qu'elle dise, il faut mettre ça dans les dispositions de la loi. Ne fermons pas la porte aux possibilités de l'avenir. C'est là où c'est très différenciant par rapport à ce que j'ai vu aux États-Unis depuis les années 90. Il y a déjà un relais téléphonique en place. Les États-Unis sont très en avance, mais paradoxalement un peu en retard maintenant. Parce que pour eux, la reconnaissance vocale n'est pas possible en tant que technologie sur place. Et ce n'est que l'année dernière que le régulateur américain a reconnu la reconnaissance vocale comme étant une possibilité dans le relais téléphonique, en ayant testé Roosevelt depuis quelques années. Et, donc, effectivement, c'est des choses qui se mettent en place. Je ne porte absolument pas le crédit pour ce qu'a fait Axel Le Maire, ni ce qui se passe aux États-Unis. Juste que c'est des choses qui se mettent en place dans le bon moment, avec le bon timing et de bonnes technologies qui se mettent en place. Il reste encore du chemin à faire, pas qu'en France, mais dans d'autres pays également.
Et cette vision de démocratiser l'accessibilité, elle doit encore être portée. Et très souvent, le numérique est une piste, pas la seule. Elle n'est pas parfaite, elle a encore des limitations. Les gens plébiscitent énormément cette capacité de pouvoir utiliser leur smartphone comme ils veulent, 24 heures sur 24, dans tous les pays, et pouvoir téléphoner. Donc, qu'est-ce qu'on verra à l'avenir? J'espère que dans d'autres pays, même dans d'autres entreprises, même en France, que le numérique, l'avancement qu'on peut espérer pour l'accessibilité, ne soit pas limité uniquement à des lois et des sanctions, que les gens puissent dire, on peut le mettre en place sans forcément passer par une loi. C'est mon espoir. La loi, pour moi, c'est un recours nécessaire quand ça n'avance pas, quand il n'y a pas de marché. Bravo, merci, et j'espère qu'on va tous continuer dans ce sens. Merci Olivier. Avec Madame la ministre Axelle, on est très émus parce que ça nous remémore des souvenirs très poignants de cette loi qui effectivement, c'était vraiment, je me souviens des discours de la ministre à ce sujet, et pour toute l'équipe, c'était vraiment très très poignant. Merci beaucoup. Maintenant, nous accueillons Monsieur Xavier Lefebvre, fondateur de Fernand Smart, qui va nous parler de portabilité des données. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie pour l'invitation. Fernand Smart est une société qui est née en 2016, Madame la Ministre, pour mettre en œuvre la portabilité des données personnelles. Alors pourquoi monter une start-up autour de cette thématique-là? Parce que quand on y regarde de près, la portabilité des données, c'est un réservoir d'innovation extraordinaire pour inventer des nouveaux services réutilisateurs qui combinent des données de sources multiples. Le seul problème, c'est cet accès aux données. Vous parliez tout à l'heure de l'accès à l'information, l'accès aux données de la même manière qui nous concerne. Elle est fondamentale pour une économie numérique de demain qui soit respectueuse de l'humain et génératrice de valeur au bénéfice de l'humain. Alors maintenant, la portabilité, pourquoi? Parce qu'il y a des challenges techniques derrière qui sont quand même assez difficiles à relever. Quand on connaît la difficulté de certaines grandes entreprises à déjà casser les silos de données en interne, dans leur propre système d'information, on imagine le passage à l'échelle, la difficulté que ça représente de faire transiter de façon fluide les données d'une entreprise à l'autre, sous le contrôle bien sûr de la personne. Donc traiter de la portabilité, c'est traiter de ces trois choses-là, le transfert des données bien sûr en tant que tel, avec les mesures de sécurité appropriées, etc., s'assurer que les parties prenantes de la chaîne sont bien celles qu'elles prétendent être, donc on a aussi ce sujet d'identité. Ensuite, la sélection des données pour respecter aussi les principes de minimisation que le RGPD a apporté par la suite, etc. Donc, comment on gère ces aspects-là enfin et surtout, la gouvernance. Générer à la volée, pour atteindre cette libre circulation fluide des données, générer à la volée les éléments de gouvernance nécessaires à toutes les parties prenantes aussi, que chaque responsable de traitement puisse avoir une preuve de consentement, une preuve de demande, une traçabilité, une auditabilité complète de ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous sommes 12 au sein de notre société, donc une belle croissance, si on peut dire, en 4 ans. Mais j'avais relu avant de venir mon business plan initial, on aurait dû être 120. 4 ans plus tard. Alors, quelles sont les difficultés en réalité qu'on a pu rencontrer et comment aller peut-être un peu plus loin, puisque c'est je crois, une des thématiques de cette matinée. Je pense qu'alors qu'on avait une avance certaine en France sur cette notion de portabilité, malheureusement, beaucoup d'acteurs français ne se sont pas emparés du sujet. Et beaucoup d'entreprises, encore aujourd'hui, traitent les demandes de droit de portabilité ou accès par le service réclamation.
de l'entreprise. Donc, ça en dit long sur le chemin, le mindset qu'on doit changer pour voir dans la portabilité ce foyer d'innovation et tout simplement dire que c'est un motif de la satisfaction des clients, des adhérents, des citoyens, des patients. Donc, cette mise en œuvre technique aujourd'hui, elle est grandement facilitée. FairandSmart fournit des outils, mais on n'est pas les seuls. Il y a d'autres startups qui fournissent des outils maintenant clés en main, qui permettent de se focaliser directement sur des cas d'usage qui ont une valeur réelle, immédiate pour les citoyens. Mais il faut emboîter le pas parce que la courbe d'expérience et d'apprentissage est pas simple. Et donc, plus on attend, plus on prend du retard. Et les anglo-saxons, qui eux, sur les sujets de conformité, sont beaucoup plus réactifs que les latins, malheureusement, s'y mettent. Les GAFAM se sont appropriés le sujet de la portabilité via le Data Transfer Project et commencent déjà à émettre des recommandations, etc. Même la Federal Trade Commission américaine, cet été, pour la première fois, a organisé un workshop sur la portabilité. Donc, on avait de l'avance, allons-y. Le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui à vous tous qui m'écoutez, peut-être à vos clients, aux entreprises pour lesquelles vous travaillez, c'est mettez en œuvre la portabilité des données. C'est un foyer de création de valeur, c'est l'occasion de dessiner des nouveaux services numériques au bénéfice de la population parce que l'accès aux données ne sera plus un problème. Imaginez qu'avec l'autorisation de votre client, vous accédez à toutes ces données personnelles. Imaginez le service que vous pouvez lui rendre s'il a confiance en vous. Et vous trouverez des opérateurs de données personnelles pour vous faciliter la conformité et la mise en œuvre de tout ça. Merci. Merci beaucoup. Donc, le message est transmis à tous les professionnels du droit pour qu'effectivement la portabilité des données devienne un usage des entreprises et qu'il y ait aussi des systèmes souverains français qui émergent toujours sur la même thématique de la souveraineté. Maintenant, j'appelle Ismaël Ziani, fondateur de Regmind, qui va nous parler d'ouverture des données publiques juridiques. Bonjour à tous. Donc, je suis Ismaël Ziani, je suis le cofondateur de Regmind, qui est une solution de veille réglementaire et d'aide de mise à la conformité destinée aux institutions financières, aux banques, aux assureurs. Donc, ça regroupe l'ensemble de la législation, de la réglementation européenne et française et également les régulateurs, l'ESMA, l'EBA, la CPR, la MFA. Je vais passer très vite sur ce que fait Regmind. Je voudrais surtout revenir de un peu comment est né Regmind et en quoi effectivement la loi Le Maire nous a aidés. Et puis je dirais aussi un peu en fin d'intervention ce qu'il faudra améliorer, ce qu'il faudra poursuivre. J'ai écouté attentivement votre discours qui effectivement reprend bien les points aujourd'hui qui nous intéressent et qui nous interrogent. Donc au départ, moi, ce que je dirais, c'est que c'est vrai que la loi Le Maire a ouvert un champ. Alors, il y avait un existant, il ne faut pas oublier qu'en France, à travers la DILA, on avait déjà une mise à disposition des données juridiques qui étaient structurées et plutôt de bonne qualité. Ce qu'on a constaté, nous, de manière très pragmatique avec la loi Le Maire, c'est que ça a aussi ouvert le champ de discussion avec des administrations. Et alors vous parliez d'inertie tout à l'heure, mais il y avait la DILA et par ailleurs, il y avait quasiment rien pour accéder aux données. Et ça a ouvert des dialogues avec les administrations, donc l'Assemblée nationale, enfin le Parlement, la Cour de cassation. Moi, on a été reçus par ces institutions. On a vu que sur data.gouv, de nombreuses données publiques ont été mises à disposition. Donc, et ça, c'est un progrès certain pour ce qui concerne des startups comme nous. Alors, je parle aujourd'hui de Regmind, mais on a au sein de France Digital une quarantaine de legal tech, regtech qui se sont réunis et qui pourraient témoigner de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les données et ce qu'on n'a pas encore fait, parce que c'est aussi un point qu'il faut voir, c'est que ça ouvre de véritables possibilités sur la diffusion du droit. Et alors concrètement, chez Regmind, aujourd'hui, voilà, nous, on a une dizaine de personnes qui travaillent sur ces sujets. Donc, c'est des emplois créés. C'est beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche et développement
qu'on fait encore actuellement. Et donc ça, franchement, c'est assez formidable de voir cette évolution et la façon dont la France, qui a souvent été pionnière sur ces sujets, a avancé. Après, aujourd'hui, 4 ans après, où on en est sur la partie données juridiques, malheureusement, c'est vrai qu'il y a une sacrée inertie, puisque le décret, un décret d'application qui a été publié au mois de juin, aujourd'hui, concrètement, les startups n'ont toujours pas accès aux données de justice, en tout cas les décisions de justice, on n'y a toujours pas accès. Vous parliez tout à l'heure, Madame la Ministre, de la techno. La réalité, c'est que les startups aujourd'hui, et depuis longtemps, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, qu'on maîtrise parfaitement les systèmes d'anonymisation automatisés avec du machine learning, avec d'autres technologies. On fait ça. Il n'y a pas de 100%. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des garde-fous, mais il n'y a pas de frein technologique. On sait le faire, on le fait depuis longtemps. Donc on nous oppose ça, et on était il y a 2 semaines encore en discussion, François, Fabien, pardon. Fabien était là, on est à l'invitation de la Cour de cassation. On est encore sur des discussions de techno et qui freinent, et on apprend que on va probablement avoir les premières données en septembre 2021 pour la Cour de cassation, pour les cours d'appel en septembre 2022, et les décisions du premier instance, on n'en parle même pas, on n'ose même pas en parler. Donc, et voilà, donc en fait, est-ce que c'est un frein technologique? Non, il n'y a pas de frein technologique. Je crois que Madame la Ministre l'a bien rappelé, je crois qu'il y a une inertie, il y a un manque. Alors, c'est vrai que la co-création, le partage en amont de ce projet il y a 4 ans, c'est quelque chose qui s'est aussi perdu en chemin. Nous, on était très heureux d'avoir été invités par la Cour de cassation la semaine dernière, mais on a rappelé que nous, start-up, on est disposés en fait à échanger avec les institutions, à partager, à faire des partenariats, à apporter la technologie pour le bienfait de tous. Et puis après, chacun développera son business. Mais faut être honnête, encore très peu d'occasions de le faire, malheureusement. Et c'est dommage pour l'administration, et c'est dommage pour le citoyen, c'est dommage pour les entreprises pour lesquelles on développe des nouveaux services. Donc voilà, on l'a rappelé il y a 10 jours, nous, nos développeurs, nos équipes sont prêtes à partager, mais partagez avec nous, faites appel à nous, et je pense que c'est aussi un moyen, de manière certaine, de faire avancer les choses, cette collaboration entre les administrations et les startups. Et c'est, bon, alors, au sein de France Digital, au sein